Je suis ravi d'être ici, merci pour l'invitation. Comment on devient chef d'orchestre? Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque chef d'orchestre à qui vous allez poser la question vous répondra quelque chose de différent. En tout cas, si on prend nos parcours personnels, ils sont très divers. Il y a beaucoup de gens qui sont d'abord instrumentistes, qui jouent beaucoup en orchestre et puis qui ont envie de passer de l'autre côté et de se mettre à la direction. Voilà, ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai joué en orchestre, bien sûr, mais en tant que percussionniste amateur, en tout cas quand j'étais étudiant. Et puis, très tôt, j'ai voulu être chef d'orchestre, donc en fait, j'ai étudié la direction d'orchestre, tout simplement, là où j'ai pu. C'est un peu compliqué de l'apprendre au départ, parce que Alors ici, je crois qu'à Nancy, vous êtes plutôt bien doté. Il y a une classe de direction au conservatoire, donc c'est très chouette, mais il y a plein de conservatoires où ça n'est pas le cas. Et donc, quand on veut apprendre la direction, souvent, on fait soi-même. On dirige, on crée quelque chose, un ensemble, où on demande aux gens, aux orchestres qu'on connaît, ce que je peux diriger un peu. Donc ça a été un peu comme ça pour moi au début, mais j'étais jeune, j'avais 13 ans. Oui, oui. Donc c'était pas très sérieux, mais c'était quelque chose qui me passionnait déjà. Et puis petit à petit, on essaye d'évoluer. Donc moi j'étais amené à aller au Conservatoire de Paris, au Conservatoire supérieur de Paris, mais pas en direction d'orchestre d'abord, parce que c'est compliqué, c'est une classe très exigeante, donc on essaye de passer par d'autres classes d'abord pour se former sa personnalité, son expérience de musicien, d'être un musicien accompli, et puis petit à petit, plus on est accompli, plus on est à même de diriger un orchestre, parce qu'il faut quand même connaître tout un tas de choses. Voilà, donc de fil en aiguille, j'en suis arrivé à continuer mes études de direction d'orchestre, j'allais dire au plus haut en France, c'est pas pour être prétentieux, mais c'est comme ça, le seul master de direction d'orchestre qui existe est au Conservatoire supérieur de Paris. Donc voilà, je suis rentré dans cette classe, et puis me voici ici aujourd'hui, après les concours, les auditions, etc. On trouve un poste, ou pas. Oui, justement, tu arrives ici, mais il me semble que tu as déjà été chef assistant avant. Alors, j'étais chef assistant avant, mais en tant qu'intermittent. C'est-à-dire que j'étais sur certains opéras ou certains concerts symphoniques à droite à gauche, mais jamais assistant d'une maison. Ces postes-là, ils sont assez précieux. Vous n'êtes pas sans savoir, je n'ai pas le nombre en tête, mais qu'il y a très très peu d'opéras nationaux en France. Il n'y a pas énormément d'opéras tout court, il y en a, mais des postes de chef assistant dans des maisons d'opéra en France, il y a ici, il y a Bordeaux, Marseille, mais ils cherchent un assistant spécifiquement pianiste, donc il y a un double rôle de chef de chant et chef assistant. Et à l'Opéra de Paris, c'est un système un peu particulier, c'est les chefs de l'académie qui sont en même temps assistants, et à Montpellier aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Donc ça ne fait pas beaucoup de postes pour beaucoup de gens qui convoitent ces positions. Et est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce que c'est un passage obligé avant de devenir un vrai chef? Je dis n'importe quoi, mais c'était pour que tu expliques. Oui, non, mais bien sûr, parce qu'on est déjà un vrai chef quand on est chef assistant. De toute façon, à partir du moment où on se met devant l'orchestre et on dirige. Mais effectivement, il y a une histoire d'expérience qu'on acquiert en faisant. C'est bien d'étudier, on apprend beaucoup, on fait de l'expérience pendant les études, on a des orchestres à diriger, mais plus on est soi-même confronté aux professionnels, plus on se fait de l'expérience. Et c'est vrai qu'un poste d'assistant, c'est quand même un peu la voie royale, parce qu'on se fait cette expérience beaucoup. On apprend en regardant les chefs qu'on assiste, en les remplaçant certaines fois sur certaines répétitions, ou même, mais là on ne souhaite à personne, mais quand un chef tombe malade, voilà, ça peut arriver que concert dernière minute, ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais ce sont des choses qui arrivent. Donc c'est pas une étape obligée. Il y a plein de gens qui arrivent à avoir une carrière sans être passés par la case assistant, ou en tout cas qui l'ont peut-être fait un peu comme je disais avant, en tant qu'intermittent, une fois par-ci, une fois par-là, mais pas de manière permanente. C'est tout à fait possible, mais c'est plus confortable, disons. Ok. Tu peux définir un petit peu le rôle de l'assistant, parce que tu passes pas ton temps à regarder le chef travailler. Tu fais quoi exactement toute la journée? Alors, oui. Alors les journées ne se ressemblent pas du tout, mais ça c'est pour tous les artistes. Donc le rôle de l'assistant, alors ça va dépendre un peu de où est-ce qu'on est assistant, mais c'est comme chaque poste, hein, en fonction
de la maison dans laquelle on est, il est un peu défini différemment. Ici, le rôle est très très large, parce que d'abord, on est effectivement dans une maison d'opéra où il y a plusieurs activités, enfin il y a de nombreuses activités sur lesquelles moi, en tant qu'assistant, je suis amené à travailler. Les concerts symphoniques. Alors pour les concerts symphoniques, c'est pas mon plus gros rôle. Je suis souvent dans la salle en répétition à écouter pour quand les chefs invités ou Martha souhaitent avoir une oreille dans la salle pour dire comment ça sonne de loin, etc. Donc là, ça c'est mon rôle principal. Mais c'est pas ce qui est le plus important pour les concerts symphoniques. Pour l'opéra, là, c'est là où l'assistant est vraiment précieux. Et d'ailleurs, même dans les maisons où il n'y a pas d'assistant maison, on embauche souvent des assistants pour chaque production parce que, en fait, on a besoin d'abord, pendant les répétitions scéniques avec piano, ce qui s'étale parfois sur 2 mois, sur 2 mois, il est fort probable que le ou la chef invité ne soit pas là tous les jours sur 2 mois parce que, exceptionnellement, cette semaine-là, il y a un concert ailleurs. Donc, l'assistant est là pour assurer les répétitions. Ça veut dire que tu diriges la pianiste? Je dirige absolument les répétitions avec piano. Je dirige les chanteurs, le chœur, le piano. Et puis quand on arrive au moment, alors là c'est vraiment le plus important, quand on arrive au moment des répétitions complètes avec orchestre et mise en scène, et bien là il faut vraiment une oreille dans la salle, beaucoup plus qu'en concert symphonique, parce que ce que le chef entend dans la fosse est complètement faux. C'est-à-dire que dans la fosse, on entend l'orchestre à fond, on entend très peu les chanteurs, et donc on a l'impression que la balance, comme on dit, est complètement fausse, alors que souvent c'est pas le cas. Ça peut l'être des fois, mais voilà. Donc mon rôle est vraiment de prendre plein de notes tout le temps en disant à telle mesure on n'entend pas la chanteuse, elle va trop loin, elle est un peu tournée, le son passe pas, l'orchestre peut jouer moins fort, si on est le plus précis possible. Voilà. Donc ça c'est la partie la plus importante. Et puis après, en fait, oui, tu disais pourquoi donc avons-nous besoin de 2 chefs dans la maison? Alors bon, là j'ai partiellement répondu, mais il y a aussi le fait qu'il se passe énormément de choses et que Marta Gardolenska ne peut pas tout faire elle-même. Et même avec les chefs invités, voilà, c'est aussi, en tout cas pour moi c'est un privilège, mais de pouvoir diriger certains événements, certains concerts, que ce soit jeunes publics ou des concerts, comment on appelle ça, EAC, c'est éducation artistique et culturelle, donc toutes les choses qui sont faites par le département d'éducation artistique et culturelle à destination de plein de publics, c'est souvent moi qui dirige ces choses-là. Oui, et je me pose une question, quand parce que de temps en temps je te vois assis devant un pupitre pendant les répétitions, tu surveilles aussi, enfin tu as l'oreille pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans l'interprétation, si les chanteurs se trompent pas, ou tu fais aussi ce genre de choses? Oui, alors là c'est un rôle qu'on partage, pour ce qui est des chanteurs, c'est un rôle qu'on partage avec les chefs de chant, mais les chefs de chant quand ils sont au piano, ils peuvent pas jouer et prendre des notes, ça c'est pas possible. Donc moi je prends des notes effectivement pour les chanteurs. Il y a un mot qui est faux, une note qui est un peu basse. Là ça peut être moins fort. Vous pouvez vous permettre tout un tas de choses. Donc effectivement je prends ces notes là pour les chanteurs et puis pour l'orchestre aussi. Il peut arriver qu'il y ait une erreur à un endroit et puis dans le flux de la répétition, quand on dirige ou quand on joue, on ne fait pas attention, on n'a pas forcément entendu, et quand c'est quelque chose qui se répète, oui, moi je note et je donne tout ça au chef. Oui, d'ailleurs des fois le chef se retourne vers toi pour te demander ou te signaler un truc que tu notes. Absolument, oui. Ça c'est souvent pour la balance, mais pas que, des fois effectivement il entend qu'il y a un truc bizarre, donc William, il faut noter, donc je note, et puis après on vérifie. Et le chef de chant, donc c'est le pianiste? Absolument. Qui remplace l'orchestre pendant toutes les répétitions de travail. Hein, c'est ça. Ouais. Parce que ce soit clair pour tout le monde. Oui, ça fait beaucoup de tâches. Donc tu disais que tu prenais aussi de la baguette. D'ailleurs, vous avez déjà vu William diriger. Si vous êtes venu au concert, c'était un concert, c'était le AC avec, le nom m'échappe, Violetta. Hein, oui. Voilà. C'est toi qui as géré tout ce spectacle. Oui, alors l'année dernière, parce que effectivement je suis là depuis le début de la saison 2022-2023,
L'année dernière, j'ai dirigé quelques concerts comme ça. Donc, il y a eu Violetta, il y a eu le concert d'Autres Lumières, puisque Martha était enceinte. Donc, elle s'est fait remplacer sur 3 concerts et j'ai eu la chance d'en assurer un. Et il y a eu un très beau spectacle aussi avec une illustratrice, Amandine Meyer, qui était vraiment à destination des enfants, mais qui était un très beau spectacle où on a fait le festin de l'araignée de Roussel. Et puis un concert pour Halloween qui était au musée, où il y avait une déambulation dans le musée. C'était le Muséum Aquarium. Donc c'était très chouette. Donc j'ai dirigé un petit ensemble, et puis il y a de la musique de chambre. Donc j'ai eu pas mal de... Voilà. Mais tu voulais parler de Violetta particulièrement. Oui, si tu peux, parce que finalement, dans Violetta, est-ce que j'ai vu que tu étais aussi compositeur, tu réarrangeais des partitions, tu fais des choses aussi... Ça, c'est ma vie en dehors. Ouais. Effectivement, j'ai cette casquette de... Alors, compositeur, c'est vrai que je l'ai marqué comme ça dans ma bio, etc. Mais je pense que je vais le retirer parce que j'ai très peu composé, puis ça fait très longtemps, puis j'ai pas le temps. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais que je referai peut-être plus tard. Il y a quand même des extraits sur YouTube, si vous voulez écouter. N'hésitez pas. Et arrangeur, oui, ça c'est quelque chose que je fais, mais pareil, pas pour ici. En fait, le spectacle Violetta, typiquement, donc c'était construit autour de la Traviata. Et on avait un chœur amateur et un orchestre d'une quinzaine de musiciens peut-être, donc un orchestre bien réduit par rapport à celui de Verdi, et donc il a fallu arranger les pièces, mais c'est pas moi qui m'en suis chargé. On a fait appel à un arrangeur extérieur, ce qu'on fait régulièrement. Voilà, moi je pourrais le faire, j'en ai les compétences, mais j'en ai pas le temps. Donc cette casquette-là, je la laisse aux autres. Et justement, je me demandais, parce que c'est pas facile peut-être de travailler, quand on est professionnel, de travailler avec des amateurs, ça t'apporte quoi ? Ah, mais on déteste les amateurs. Non, c'est extrêmement, j'allais dire enrichissant, mais c'est juste, c'est plus que ça. C'est un énorme plaisir de bosser avec les amateurs parce que c'est un très beau mot, amateur, et ce sont des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font et qui découvrent plein de choses quand on travaille avec eux. Moi, j'ai joué dans des orchestres amateurs pendant très longtemps. J'en ai dirigé en tant que jeune professionnel. Je dirigeais des orchestres amateurs pour m'améliorer en direction. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Et c'est vrai que l'assistant a souvent à charge des projets avec des amateurs. Non, c'est une très belle chose parce que d'abord, ça se construit sur un temps plus long. Parce que nous, tous les professionnels ici, on travaille. Je ne vais pas dire le moins possible, c'est pas ça qu'on cherche, mais en tout cas, on le fait en un temps plus rapide, parce qu'on sait ce qu'on fait et qu'on est habitué. Les amateurs, le chœur amateur pour faire Violetta, qui était en février, je crois, je ne suis pas sûr, enfin février, mars, il travaillait depuis septembre, toutes les semaines. Voilà, donc c'est un parcours qui est très enrichissant, parce qu'on va les voir début septembre, on leur explique, et puis on revient les voir un peu plus tard, ils ont travaillé avec leur professeur en attendant, et puis c'est un peu mieux, et puis à la fin, ça donne quelque chose qui est même pas amateur, en fait, qui est un résultat professionnel fait en partie des amateurs, et de pouvoir offrir ça à de jeunes musiciens, peut-être futurs professionnels ou pas, c'est vraiment très chouette. Oui, donc c'est pas du tout quelque chose qui est... On te donne ça parce que tu sais pas faire autre chose, quoi, en fait. Ah non, pas du tout. Mais la preuve, c'est qu'on ne me donne pas que ça. Est-ce que tu interviens aussi dans le choix de la programmation d'une saison, ou c'est uniquement Martha c'est le rôle de Martha? Alors pour les concerts dont j'ai la charge, pour certains j'interviens. Après c'est plus, on me dit, parce que c'est très compliqué de construire une saison. Ça, j'imagine que c'est pas à moi qu'il faut poser la question, il faut en parler avec Mathieu Dussouilly. Mais il y a plein de paramètres qui rentrent en compte entre les disponibilités des salles, la continuité qu'on veut donner à une thématique ou à quelque chose, et puis les disponibilités des chefs, bref, c'est très compliqué. Donc ça, moi, on ne me pose pas la question, on me dit plutôt William, tu vas diriger à tel moment, à tel moment, à tel moment, à tel moment, et ce sera autour de ça, de ça, de ça, de ça. Donc tu vas faire un concert pour Halloween, un concert avec des amateurs pour Violetta ou pour autre chose. Donc comment dire, le gros du projet est déjà
pensé en tout cas, mais à l'intérieur, souvent, il faut construire le programme. Donc, ce programme-là, souvent, soit j'aide à le construire, soit je le construis quasiment tout seul. Enfin, c'est pas que je veux le faire tout seul, mais c'est parce que ça me passionne. Voilà, donc c'est plutôt comme ça. Après, sur ce qui sont les choses, je dirais, principales de la saison, les concerts d'abonnement, les opéras, non, j'ai pas mon mot à dire. Puis c'est des choses qui se décident très en amont. Je pense que, notamment les opéras, les opéras que vous voyez cette saison, ça a été... Enfin bon, il y a eu des changements à cause des histoires de budget, mais globalement, c'est des choses qui sont décidées plusieurs saisons en avance, donc je n'étais même pas là. Et puis là, je reste un assistant. Je n'en suis pas là. Parce que j'ai vu que cette saison, tu allais diriger le cirque. Et puis, donc j'ai regardé et j'ai vu qu'à Montpellier, parce que tu es allé voir Valérie Chevalier à un moment ou à un autre, et tu avais déjà fait un ciné-concert. C'était en 2023, c'est cette année? Oui, c'était en février, je crois. C'était Pierre et le Loup, Prokofiev. Absolument. Dans la version ciné-concert avec le film oscarisé de Suzy Templeton. Bravo. Oui, donc il y a un très beau film de quoi, 2005, quelque chose comme ça, de Suzy Templeton, qui a obtenu l'Oscar du court-métrage, c'est Pierre et le Loup. Et donc, contrairement au Pierre et le Loup habituel de Prokofiev, où il y a un texte qui est dit entre les moments musicaux, là c'est purement visuel, il n'y a pas de texte, on comprend très bien, on a l'histoire de Pierre et le Loup qui nous est racontée en images, ce sont des marionnettes et c'est très très beau. Et donc l'orchestre de Montpellier a eu la bonne idée de faire ça en live, ce qui est extrêmement compliqué, parce qu'il faut synchroniser l'orchestre qu'on a sous sa direction avec l'image, donc on n'a pas le choix de ce qu'on aime choisir en tant que chef, c'est-à-dire le tempo. C'est la première chose sur laquelle on travaille sur l'œuvre, c'est à quelle vitesse je vais la faire à tel moment, etc. Qu'est-ce que je vais construire comme structure musicale en fonction du tempo que je choisis. Donc là, on n'a pas le choix. C'était particulièrement difficile parce que quand on fait des ciné-concerts, alors moi c'est la seule fois que j'en ai fait, et puis je vais en refaire un, là, comme tu disais, pour le cirque de Chaplin. Il y a deux possibilités. Soit vous vous basez seulement sur l'image, soit on vous met un clic dans l'oreille qui vous donne le tempo et vous dirigez en fonction de ce que vous entendez. Ça, c'est beaucoup plus facile. Mais là, on ne m'a pas laissé le choix, on m'a dit il n'y aura pas de clic. Donc il a fallu que j'ai appris le film par cœur. Bon, c'est pas très long, hein. Pierre et le Loup, ça dure 30 minutes, je pense, 35 minutes. Mais donc j'ai passé mon temps à arrêter sur chaque image, je mettais des post-it dans la partition. Là, le chat pose la patte, ok. Hop, on note, là le chat lève la patte, on note. Voilà, donc je savais exactement tout ce qui se passait dans le film et j'ai prévenu les musiciens qui ne sont pas tous habitués non plus à faire ça. C'est quand même assez nouveau hein, de faire des concerts sur un film. Donc je leur ai dit, je ne vais pas vous regarder. C'est pas très agréable, mais je ne vais pas vous regarder, c'est pas contre vous. C'est que c'est qu'il faut absolument que je regarde l'écran qui est devant moi. Et voilà, donc ça se passe bien, mais c'est... Ça doit être assez stressant, non? Ouais, c'est pas super facile, ouais. C'est pas très rassurant, mais bon, après, ça c'est les concerts jeunes publics, souvent on les fait beaucoup, donc là on l'a fait 6 fois d'affilée, au bout d'un moment on maîtrise bien. Mais vous faites des répétitions avant, beaucoup, je suppose? Beaucoup, non, on avait 2 jours, je pense, donc on a eu une répétition musique seule, après une répétition avec la vidéo et une répétition générale. Oui, effectivement. Donc ça va très vite. Ouais. Et ça sera pareil pour le cirque? Je n'ai pas le planning en tête, mais oui, ça va être quelque chose comme ça. Alors c'est plus long le cirque, donc on aura peut-être un peu plus de temps, parce que c'est pas un court métrage. Mais voilà. Et je ne sais pas si j'aurai un clic ou pas, ce qui change beaucoup de choses pour moi sur ma dose de travail, de préparation. Oui. Non, mais c'est intéressant ça, parce que c'est vrai quand même quand on voit un film et puis qu'il faut être vraiment calé au niveau musical. Je me suis toujours demandé comment vous y preniez en fait pour faire ça. Alors bon, je maîtrise pas complètement le monde de la musique de film, mais faut voir que c'est encore une fois de faire ça en live, c'est assez nouveau. Bon, enfin, je sais pas, ça a peut-être une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, mais en tout cas, on en voit de plus en plus. On voit plein d'affiches, le Seigneur des Anneaux en concert, venez tous, peu importe.
Et de plus en plus, on embauche les orchestres permanents pour faire ces choses-là. Avant, il y avait des orchestres qui tournaient, qui faisaient que ça, et ils existent toujours, mais on fait ça aussi avec des orchestres permanents qui n'ont pas forcément l'habitude. Et puis, il faut bien voir que pour de jeunes chefs d'orchestre, le métier a complètement changé par rapport à ce qu'était un jeune chef d'orchestre il y a 20 ans, 30 ans, où ça n'existait pas du tout. Mais nous, maintenant, on est tous amenés à le faire à un moment ou à un autre, et c'est pas du tout ce qu'on a appris. Alors, c'est formidable, hein, moi j'aime beaucoup, hein, mais on va faire que ça, quoi. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi très différent parce que du film lui-même, où la musique a été prévue pour être enregistrée sur le film. Et évidemment, on peut le refaire plein de fois. On peut enregistrer seulement telle partie. On a un clic dans l'oreille et puis après, on ajoute les cordes et puis on ajoute les voix. Enfin, il y a beaucoup de montage derrière, ce qui fait que ça fonctionne. Mais en live, en fait, sur certains films, c'est très compliqué parce que, enfin, je vous parle d'expériences d'amis qui font ça beaucoup. C'est très compliqué parce que ça n'a pas été prévu pour à la base. Donc, le tempo change à chaque temps. L'instrumentation est différente. Enfin, tout est différent, mais il faut faire une version qui marche en concert. Alors, donc ça veut dire que si ça change à chaque temps, tu changes de battu à chaque temps. J'exagère un tout petit peu, hein. Ça ne change pas forcément à chaque temps, mais ça change beaucoup. Ouais. Mais oui, il faut changer. Comme dans la musique contemporaine, un peu. Oui, c'est ça. Mais sauf que quand on a un clic dans l'oreille, oui, qui fait tac, 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 c'est compliqué à suivre. Ouais. Voilà. Mais bon, Chaplin, c'est pas si compliqué, je pense. En tout cas, je crois que les gens aiment bien. On l'avait déjà eu ici. On m'a dit ça, oui, que ça avait été fait. Ça avait été, justement par Valérie Chevalier. C'était déjà, je sais plus quel film de. C'était pas le cirque, c'était. Le Kid. Le Kid, oui, c'est ça. C'était le Kid, oui, effectivement. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Bon, ça, vous m'avez déjà répondu. Alors ça, on n'est pas assez avancé sur ce projet-là, donc je ne vais pas te poser la question. Tu as déjà dirigé des opéras? Alors, je les ai beaucoup digérés, mais oui. Et ça, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que quand on est chef assistant, souvent, on n'a pas dirigé d'opéra, ou très peu. Et on attend de pied ferme l'occasion de le faire soi-même. Moi, ça m'est arrivé un peu, enfin, je ne veux pas dire par hasard, parce que c'est un peu ma vocation, mais ça m'est arrivé 2 fois. J'ai dirigé une opérette qui s'appelle Les Mousquetaires au couvent, de Louis Varnet. C'était un ami qui l'avait dirigé avant avec un petit ensemble qu'il avait monté. C'était un chœur amateur et des chanteurs professionnels. Enfin, c'était encore un projet semi-professionnel. Et puis, il ne pouvait pas le faire, donc j'ai assuré la chose. Et puis, une autre fois au Conservatoire de Paris, et ça, j'ai aussi eu de la chance parce que ça n'arrive pas à tout le monde, parce qu'ils montent au Conservatoire de Paris une production d'opéra par an, et sur laquelle ils embauchent toujours, ils prennent un assistant, un chef du conservatoire pour être assistant. Mais comme on est 8 ou 9 chefs en totalité et qu'ils en prennent un par an et que le cursus dure 5 ans, vous faites le calcul, tout le monde n'a pas la chance de le faire. Et donc quand on le fait, ils nous confient une représentation pour les scolaires, donc j'ai fait ça. Mais puis aussi, j'ai eu beaucoup de chance, le premier opéra que j'ai fait, c'était Il Mondo della Luna de Haydn, Le Monde de la Lune. Et le chef a appris au début de la production, quand on commençait à travailler avec les pianistes et les chanteurs, qu'on lui a demandé d'aller diriger pour je ne sais plus qui est tombé malade, à Zurich, le Grand Macabre de Ligeti. Donc il fallait qu'il s'absente quasiment toute la production, sur toutes les répétitions. Donc j'ai quasiment tout fait. Et même ça c'est assez rare pour le dire, même des scéniques orchestres, parce que généralement l'assistant ne touche pas à l'orchestre, il écoute mais il ne dirige pas. Et donc ça c'est une grande chance, une grande expérience pour moi. D'ailleurs, à ce propos, je me demandais aussi, parce que des fois j'ai vu aussi des chefs assistants qui étaient nommés juste pour une représentation et qui remplaçaient donc le chef qui n'était pas encore arrivé. Il faut se mettre d'accord entre le chef et le chef assistant pour savoir quel battu va être donné, parce que les musiciens après peuvent être perdus, non ?
Oui, alors ça, effectivement, ça peut arriver. Ben, j'ai une amie à qui c'est arrivé l'année dernière, elle faisait Carmen à l'Opéra Comique, Sora Elisabeth Lee, en fait, on est effectivement assistant, mais le chef sait déjà qu'il ne va pas pouvoir faire toutes les représentations. Alors ça peut être on ne sait pas trop, hein, ça peut être un choix aussi de vouloir mettre en avant un ou une jeune chef et donc de laisser une représentation ou deux. À l'Opéra de Paris, ça se fait aussi qu'il y ait plusieurs chefs sur un seul opéra, parce que quand il y a 10, 15 représentations, ça peut être compliqué dans le planning. Donc ça arrive qu'effectivement, on recrute un assistant spécifiquement pour aussi diriger certaines représentations. Mais bon, l'assistant reste assistant, donc c'est le chef principal qui décide effectivement des battus, des tempi, et l'assistant est là pour tout bien prendre en note, et souvent ne dirige aucune répétition. C'est-à-dire que le jour de la représentation, le chef n'a jamais dirigé. Donc ça peut être compliqué. Enfin, compliqué. Pour ça, on prend quelqu'un de confiance, mais ça arrive. Le chef n'a jamais dirigé? Le chef n'a jamais dirigé. Mais il y a des maisons d'opéra, à l'Opéra de Vienne, où ils font... c'est des opéras de répertoire, donc ils font tourner les œuvres tout le temps. Moi, mon prof de direction, Alain Altinoglu, il est arrivé à l'Opéra de Vienne faire Salomé, et il n'avait pas répété avec l'orchestre. Il n'avait jamais dirigé Salomé de sa vie. Et il est arrivé représentation. Oui, mais c'était Alain. Ah non, mais bon, bien sûr. Non, mais voilà, ce sont des choses qui existent. C'est assez étonnant quand on ne le sait pas. Mais alors, on ne fait pas ça ici. Non, ça, effectivement, on fait après, pas ça ici. Ça peut arriver si effectivement quelqu'un tombe malade au dernier moment, tout est possible. Mais enfin, ça arrive pour les chanteurs. Ça arrivé plusieurs fois, mais pour les chefs, depuis que je suis là, c'est pas arrivé. Ouais. Et au fait, je me disais, quand on est assistant, on est confronté à différents chefs qui viennent, des chefs qui sont plus ou moins d'ailleurs connus, qui peuvent avoir un certain prestige. Ils sont peut-être pas toujours sympathiques. Comment ça se passe la relation? Il faut être cool. Il faut être comment? De toute façon, assistant ou pas, un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui doit savoir manier l'humain. Enfin, aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de Toscanini, dont on a des enregistrements de vidéos où il crie, mais comme on n'a jamais entendu quelqu'un crier sur l'orchestre. Donc c'était des choses qui étaient malheureusement possibles. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça, et c'est très bien. Il faut savoir manipuler, c'est pas le mot, mais il faut savoir gérer l'humain, en tout cas. Et donc, moi, je le prends de la même manière quand un chef arrive et dont je suis son assistant. C'est un humain comme un autre, donc il faut savoir gérer l'humain. Mais cet humain-là a plus de responsabilités, on peut tout imaginer et tout existe. Il y a des gens qui sont plus ou moins sympathiques, arrogants, colériques, tout existe. Et donc, oui, il faut être très flexible, très patient, très psychologue. Mais c'est drôle que tu me parles de ça, parce que hier, après la répétition générale d'Idoménée, c'était hier, c'était hier, le chef Jacob Lehmann, qui est un être humain formidable, je vous le dis, il est adorable, il est vraiment super, il m'a dit merci beaucoup pour ton travail, merci pour ton aide musicalement, mais surtout merci pour ton aide, comment il a formulé ça en anglais, en gros, pour ton soutien moral, quoi. Et c'est pas le premier qui me dit ça. Et je me rends compte en tant qu'assistant que les chefs cherchent beaucoup ça aussi. On a effectivement tout ce que je vous ai décrit comme rôle de prise de notes, d'échanges purement musicaux. Mais il y a aussi le côté moral, et ils sont très contents d'avoir un soutien. En fait, c'est un métier avec beaucoup de pression. On a tous les chanteurs en face de nous, le chœur, l'orchestre, qui peuvent être pas forcément désagréables, mais en tout cas, on est en charge de les mener. Et ils peuvent avoir des demandes, ils peuvent être exigeants, et ça peut être moralement un peu difficile, quoi. Donc, oui, pour ce metteur en scène, enfin, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, effectivement, oui, ça c'est certain. Une dernière question, je voulais poser aussi, parce que diriger un orchestre, c'est pas pareil que diriger un opéra. En fait, diriger un concert symphonique, je veux dire, c'est pas pareil que diriger un opéra. Il y a des chefs qui se spécialisent plutôt dans la direction de concerts symphoniques et qui ne veulent pas entendre parler d'opéra et vice-versa, non? Oui, c'est vrai.
J'éviterai de citer des exemples, mais on en connaît, de chefs qui sont passés du symphonique à l'opéra et pour qui ça n'a pas marché, l'inverse aussi, et puis bon, il y a plein de gens qui font les deux, c'est tout à fait possible. Disons que quand on fait de l'opéra, on fait souvent du symphonique. L'inverse est plus compliqué. En tant que... J'adore dire jeune chef parce que je me sens super jeune, c'est très agréable, on est jeune chef assez tard. Hein. En tant que jeune chef, il est fort recommandé de faire de l'opéra parce que c'est beaucoup plus... c'est pas que c'est plus exigeant, mais c'est extrêmement complet. Extrêmement complet, extrêmement complexe. Parce qu'on a beaucoup plus de paramètres à gérer, qui sont pas tous musicaux, ou en tout cas, quand ils sont musicaux, c'est pas forcément, on va pas parler d'inspiration, de ce que j'ai envie de faire, etc. C'est juste le plateau et la fosse ne sont pas ensemble, donc il faut les mettre ensemble. C'est pas très, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle, mais quand on sait faire ça le plus naturellement possible et sans forcer, ben ça donne une aisance sur tout le reste, quoi. Donc quand ça se voit souvent, en fait, au symphonique, on voit les chefs qui sont bons à l'opéra, notamment quand ils accompagnent des concertos. Il y en a pour qui c'est une évidence. Bah, je sais pas pour ne citer que lui, mais comme c'est mon professeur, je le connais très bien, Alain Altinoglu, je l'ai vu quelques fois en concert symphonique et j'ai toujours été impressionné quand il accompagne un concerto, parce que c'est avant tout un chef d'opéra, qui fait beaucoup de symphonique aussi. Mais du coup, quand il se met au symphonique, c'est super. Et quand il accompagne un concerto, eh ben en fait, j'ai rarement vu quelqu'un faire ça avec autant d'aisance, quoi. Et c'est toujours ensemble avec les solistes, ça marche toujours parfaitement bien. Tous les équilibres sont magnifiques, on entend le piano sans forcer, c'est vraiment très beau. Et quand on a ce métier d'opéra, bah, ça aide beaucoup pour ça. Oui, certainement, mais... Écoutez, ben, je crois que moi j'ai fini mes petites questions. J'ai parlé trop vite? Non, pas du tout. Mais par contre, parce qu'on prévoit toujours, vous avez l'habitude, on prévoit toujours des questions qui viennent de la salle. Ah mince. Donc c'est à vous de poser quelques questions. Je viens avec le micro pour vous donner la parole. Alors on est gentil, hein, vous avez bafouillé 36 fois, donc n'ayez aucune gêne à poser vos questions. Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir un chef aussi sympathique en plus, qui est prêt à répondre comme il le fait. Donc profitez-en, j'arrive. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour toutes ces explications, elles sont très intéressantes pour nous, parce que c'est un métier qu'on découvre. Ok. Une petite question. Vous avez abordé des points généraux, encore une fois très intéressants. Je me suis posé intérieurement la question de ce que ça avait pu donner concrètement pour Idoménée. Quel a été votre rôle? En tant qu'assistant, oui, spécifiquement, voilà, oui. Alors pour Idoménée, je dois être honnête, ça a été plus compliqué. Ça a été plus intense. Parce que c'est une production qu'on a fait avec moins d'argent, en moins de temps. Donc avec quelques personnes en moins par rapport à une production normale. Si on fait Traviata pendant 2 mois ou Tristan et Isolde pendant 2 mois, on a en plus de toute l'équipe de mise en scène, il y a toujours une assistante de mise en scène. Je dis une parce que jusque-là ça a toujours été une, mais bien sûr que ça peut être un ou une assistante de mise en scène. En régie de production, c'est toujours 2 personnes. Donc il y a une personne qui est vraiment en régie qu'on dit de production, et l'autre régie de scène. Bon, en fait, elles se partagent les rôles. Il y en a une qui va chercher les artistes, l'autre qui donne les tops aux techniciens en suivant la partition et en donnant les tops au micro. Je ne sais pas si tout est clair, mais c'est pas tellement ce qui compte, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de monde habituellement, et là, on a dû se passer d'un certain nombre de personnes, parce que c'était une production qui était censée être un peu plus légère, mais en fait, quand on aime faire quelque chose bien, et ben que ça soit léger ou pas, on met toute l'énergie qu'il faut pour que ça soit très bien, et du coup, quand on a moins de monde, c'est plus compliqué. Donc mon rôle a été le même que d'habitude, mais plus. C'est-à-dire que j'étais en contact plus direct avec la mise en scène, avec certains techniciens, avec la régie de production notamment. Voilà, donc sur Idoménée,
Mais c'est pas que moi, c'est un peu tout le monde. On a tous travaillé, enfin c'est l'impression que j'ai en tout cas, on a tous travaillé plus que d'habitude. Et en plus, on a eu la malchance que notre chef de chœur, Guillaume Fauchère, est tombé malade et a été arrêté pendant une semaine. Donc il a fallu s'occuper du chœur aussi, qui sont grands, ils savent ce qu'ils font, hein, mais de temps en temps, aller les voir pour leur donner une ou deux indications, s'occuper de leur placement pour ceux qui ont pu voir ou qui verront. Vous verrez que le chœur n'est pas toujours sur scène, ils ont certains emplacements. Et donc il faut les essayer, il faut décider soi-même, on va les mettre là, mais normalement ça c'est le chef de chœur qui fait, donc tout ça c'est moi qui ai fait, avec la régisseuse des chœurs, Laure Caillard. Voilà, donc ça a été plus intense que d'habitude. D'ailleurs, à propos d'Idoménée, finalement, c'est pas mis en scène, mais si quand même. Oui, c'est complètement mis en scène. Parce que les gens pensent que ça va être simplement une représentation. Oui, mais c'est ce que je disais en fait, c'est qu'on veut toujours faire quelque chose qui soit le plus beau possible. Donc quand on dit qu'on va faire une version, comment c'est dit, mis en espace peut-être, ou quelque chose comme ça, et ben le metteur en scène il arrive avec un concept de mise en espace très abouti, qui utilise effectivement peut-être moins d'éléments de décor, ou en tout cas des choses qui étaient déjà dans la maison, des choses qui sont recyclées, etc. Mais finalement on se retrouve avec une vraie mise en scène. Oui, avec des jeux de lumière, avec un peu de vidéo. Enfin, c'est vraiment. C'est pas du tout. C'est pas simple, en fait. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout, effectivement. Une autre question. Il faut poser des questions pour que je marche, parce que je me compte le nombre de pas par jour. On va faire marcher Mo, et puis Mo, on est bien content de revenir dans le giron d'Élise Opéra. Merci beaucoup, William, c'était passionnant. Et vous venez à demi de répondre à ma question qui concernait la direction du chef de chœur. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des chanteurs dirigés par le chef de chant et le rôle que vous aviez pendant ces répétitions. Mais quand le chef de chœur est là, est-ce que c'est différent ? C'est une excellente question. Effectivement, je n'ai pas abordé ça. Non, pas vraiment. En fait, le chef de chœur est là, mais en tant que chef assistant, c'est moi qui ai la charge des répétitions si le chef tout court n'est pas là. Donc le chef de chœur est là et continue de faire des notes au chœur, mais il va plutôt lui regarder, écouter, et enfin ce que je fais moi avec l'orchestre, il le fait avec le chœur. Alors par contre évidemment le chœur est préparé en amont, tout un tas de répétitions purement musicales, et donc là c'est bien sûr le chef de chœur qui assure tout ça pendant plusieurs semaines. Voilà, mais quand c'est scénique, le chef de chœur ne dirige pas. Voilà, c'est une répartition des rôles qui est claire. Une autre question ? Ah, J'ai cru comprendre que la pratique d'un instrument de musique n'était pas un passage obligé pour être chef d'orchestre. Pardon, je me suis mal exprimé. Ah bon ? Si, c'est absolument obligatoire. Ah oui, enfin, ou chanteur, bien sûr, mais oui, il faut avoir une pratique musicale. Non, ce que je voulais dire, c'est que il y a plusieurs chemins pour devenir chef d'orchestre, et on peut avoir certains musiciens deviennent chefs d'orchestre très très tard dans leur vie et ont fait de l'orchestre toute leur vie en tant qu'instrumentiste. C'est ça que je voulais dire. Mais au départ, on est tous instrumentistes. Moi, vous commencez toujours par la pratique d'un instrument. Bien sûr, moi j'ai appris la percussion et le piano quand j'étais enfant, et je joue toujours du piano, voilà. Mais pas à un niveau que certains autres musiciens atteignent, un niveau très haut avant de devenir chef d'orchestre. Voilà, exactement. Et sinon, vous dirigez avec ou sans baguette ? La grande question. Ça m'étonnait que personne ne l'ait posée. Ça dépend, puis je vais vous dire, ça dépend plutôt de mon humeur qu'autre chose. Non, mais il y a des chefs pour qui c'est sacré, la baguette. Il y a des chefs pour qui c'est une stupidité absolue, ça ne devrait pas exister. Et puis il y a des chefs qui... 99% des chefs vont vous répondre que ça n'a pas vraiment d'importance. C'est-à-dire que si on se sent mieux avec, on dirige avec. Si on se sent moins bien, on dirige sans. Et ça dépend un peu des musiciens qu'on a devant nous, du répertoire, de la taille de l'orchestre, parce que souvent c'est quand même vrai que plus il y a de monde, plus pour être vu, il faut faire des gestes grands, et ça peut c'est physique, la direction d'orchestre. J'allais dire, ça paraît pas si, ça paraît, mais on brasse du vent, donc on peut ne pas s'en rendre compte, mais je peux vous assurer que
Il faut s'échauffer, il faut faire attention, il faut faire un peu de sport, enfin c'est mieux, enfin, moi j'essaye en tout cas. Et donc quand on doit faire des très grands gestes, la baguette ça aide, mais c'est personnel. Pierre Boulez n'a jamais utilisé une baguette de sa vie et il dirigeait les plus grands orchestres du monde et ça marchait très bien. Donc voilà, s'il y a pas de... Moi c'est les deux. D'ailleurs, les deux mains font la même chose. Ah non, 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 jamais, jamais. Bah si, ça arrive. Mais ça, c'est pareil, c'est une espèce de mythe, c'est pas vrai, mais en tout cas, quand on apprend la direction d'orchestre, le grand truc des profs, c'est de vous apprendre à différencier la main droite et la main gauche. C'est très important. Mais une fois qu'on a appris tout ça et qu'on maîtrise très bien, il n'y a personne qui fait la différence. C'est-à-dire que les 3/4 des chefs, ils font avec les deux mains, j'exagère. Bien sûr qu'ils ont un répertoire de gestes bien plus varié, mais en fait, si vous observez les chefs, c'est très fréquent qu'ils dirigent des deux mains pareilles, et c'est pas du tout gênant. Mais c'est vrai qu'on apprend à différencier la main droite qui bat la mesure, avec la baguette ou pas, donc qui donne la pulsation, et la main gauche qui montre. Mais c'est quelque chose que j'aime plus dire parce que c'est tellement faux, mais c'est la main gauche qui montre l'expression, le lyrisme, la phrase, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en gros, on apprend comme ça au départ. Et puis après, on rentre dans les subtilités. Oui. Pendant que c'était intéressant parce que je n'y ai pas pensé tout à l'heure, mais cette histoire de corps. Parce que je pense qu'effectivement, quand on dirige, ça doit être épuisant. Et tu fais des méditations, tu fais des étirements, tu fais... Alors, je devrais faire plein de choses. Mais oui, en fait, malheureusement, mais ça, c'est pas que en tant que chef, hein, même les instrumentistes, on se rend compte souvent à nos dépens que notre corps est la première chose engagée dans notre métier. Mais je ne veux pas que c'est pas que la musique, hein, je suis sûr que c'est dans plein de métiers comme ça. Mais c'est vrai que de vue de l'extérieur, ça paraît une évidence. Quand on voit un violoniste jouer, ça bouge dans tous les sens. Et puis le bras, c'est physique, et les doigts, et voilà. Le chef, c'est pareil. Mais on l'apprend à nos dépens. Moi, j'ai eu quand même, je ne vais pas le cacher, j'ai quand même eu des problèmes de dos assez conséquents. Alors, ce n'est pas que la direction d'orchestre, mais c'est en grande partie la direction d'orchestre. Et puis on fatigue, on se fait des tendinites, soit au poignet, soit au coude, aux épaules, on se bloque, hop, urgence ostéopathe, voilà, c'est des choses qui sont absolument vraies. Et donc moi, depuis quelques années, je m'échauffe. Si je sais. Alors bon, si on dirige par hasard en tant qu'assistant, le chef, ça peut arriver qu'il dise William, viens diriger, j'ai besoin d'aller dans la salle, donc on dirige 5 minutes, il n'y a pas besoin. Mais quand on dirige une répétition scénique, ça dure 6 heures. On est dans la fosse avec le pianiste et les chanteurs, et en plus la fosse c'est particulièrement épuisant parce qu'on doit diriger le pianiste en bas et les chanteurs en haut, et donc oui, moi je m'échauffe. Alors on a compris que vous étiez un jeune chef d'orchestre. Est-ce que vous avez déjà vu, ou est-ce que vous pensez que c'est un métier qui va évoluer ou pas? Oui. C'est ce que je disais un peu plus tôt par rapport au ciné-concert, par exemple. Ça, c'est une grande évolution, mais pas que. En fait, déjà, heureusement, tout est fait pour que la musique classique, au sens très large, se démocratise un maximum. Et donc, on est amené à faire j'allais dire des concerts, mais des fois c'est même plus des concerts, c'est presque plus des événements, des petites formes, des petits ensembles ou des happenings, enfin tout un tas de formes un peu différentes, dans des lieux différents, avec des publics différents, à des heures différentes et avec des exigences musicales différentes. On dirige beaucoup d'arrangements de certaines choses, de ciné-concerts. Et puis, par exemple, quand on s'intéresse à la création aussi, parce que c'est très important, c'est quelque chose dont on parle malheureusement pas assez, mais la création, ça se fait aujourd'hui pour des raisons principalement budgétaires, il faut le dire. C'est souvent fait par des petits ensembles. Donc, quand on commande une pièce à un compositeur, alors il y a des orchestres qui commandent des pièces pour orchestre, mais c'est une fois dans l'année, par exemple, ou une fois tous les 2 ans. Mais ceux qui commandent le plus sont des petits ensembles. Donc nous, quand on apprend la direction d'orchestre, on apprend beaucoup à diriger de la musique contemporaine parce que ce sont les exigences des gens qui créent la musique aujourd'hui. Donc on a besoin de savoir comment c'est, qu'est-ce que ça exige d'un chef d'orchestre.
Et donc on dirige des petits ensembles. Et après, on va devoir diriger un orchestre symphonique dans une symphonie de Brahms. C'est complètement différent. Et donc oui, le métier évolue. Encore une question, peut-être, avant d'aller prendre repos? Non, Bah, tout le monde a soif. tout le monde a soif. On peut peut-être en poser une dernière. Ton avenir? Tu restes ici? Non. Non, mais j'aime beaucoup ici. Mais évidemment, j'ai insisté, je suis un jeune chef d'orchestre. Je suis un assistant. Et tu demandais est-ce que c'est une étape obligée? C'est une étape qui est bien, voilà, mais c'est une étape, assistant. Donc je ne sais pas où sera l'avenir, mais je ne vais pas rester assistant toute ma vie, c'est pas mon but. Tu as des projets, peut-être? Mais peut-être tu veux pas en parler. Non, en fait, malheureusement ou heureusement, ici je suis très occupé, donc quand j'ai des projets dans ma tête, ils restent dans ma tête et puis ils n'avancent pas des masses. Non, là j'ai pas concrètement de projet, si ce n'est de voir ce qui s'ouvre à l'avenir, comme audition, concours, poste, d'essayer de faire un réseau et d'aller voir ailleurs. Je vais voir ailleurs un peu de temps en temps. Comme tu disais, je suis allé à Montpellier l'année dernière, j'y retourne cette année. Voilà, il y a des orchestres qui aiment bien certains chefs, ils les réinvitent. Donc moi, ça a été mon cas. Je suis allé une fois à Montpellier, c'est très bien passé pour Pierre Leloup en ciné-concert. Et donc il me réinvite faire l'histoire de Babar de Poulenc. Voilà. Donc ça fait partie des choses qu'on fait pour des jeunes publics, avec un orchestre pas très grand, dans une forme avec un récitant, etc., qui sont très intéressantes. Et puis petit à petit, on évolue vers des choses plus conséquentes, des concerts symphoniques, etc. Donc je vais surtout voir progressivement où je vais plus tard, mais pour l'instant, c'est pas décidé. Tu te plais ici, quand même? Oui, je me plais beaucoup. Donc, on est très content de t'avoir. Personne, c'est sûr, plus de questions. En plus, on débouche les bouteilles, c'est la fin des haricots, là. Donc, écoutez, je vous propose d'applaudir William, de le remercier.